Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du 27 novembre 2016. Et comme chaque semaine, pour décrypter l'actualité des professionnels de l'informatique et télécom, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, nous avons un invité, en l'occurrence Michel Lamaspez, qui représente la société Sophos en France, et qui est une société Sophos qui rappelle une société de solutions de sécurité. Absolument. Et on aura l'occasion de débattre avec lui de la nombreuses actualités autour de cette thématique de sécurité. Mais avant d'échanger avec lui, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet, avec comme premier sujet qui a retenu votre attention, Guy, le poids du secteur de l'édition de logiciels, enfin du secteur informatique plus exactement en France, selon la BSA, Business Software Alliance. Voilà, c'est ça. Et donc qui comptabilise pas moins de plus d'1,2 million emplois en France liés au secteur du logiciel. C'est quand même beaucoup, mais je pense que ça mérite peut-être de détailler les calculs. Alors, effectivement, c'est une étude qui vient d'être publiée par la BSA Alliance, donc, qui s'occupe de tout ce qui est lié au logiciel. Et bon, entre nous, c'est pas une étude fracassante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de révélation, je dirais, fondamentale. Le point intéressant de tout ça, c'est de nous rappeler que le logiciel est de plus en plus présent dans la vie quotidienne, que ce soit dans les entreprises ou dans notre vie personnelle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un article de Marc Andreessen qui avait défrayé un peu la chronique, c'était en 2011, dont le titre, donc c'est un article de mémoire, je crois que c'est dans le Wall Street Journal ou le Washington Post, je ne sais plus, je crois que c'était le Wall Street Journal, et en gros le titre c'était The Software is eating the world. Donc en gros c'était de dire que le logiciel est en train de dévorer tout ce qui existe. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce qu'il commençait son article en faisant référence, en s'appuyant sur le fait que HP se renforçait de plus en plus dans le logiciel, alors que depuis, finalement, il s'est un peu désengagé. Et le deuxième élément aussi qu'il prenait en considération, c'était le fait que Google venait de racheter l'activité mobile de Motorola, qui s'est désengagé 2 ans après. Donc, ce qui fait que les deux points d'accroche, finalement, ne sont plus vrais aujourd'hui, mais le point fondamental est que, effectivement, le logiciel devient de plus en plus présent. Bon, on en prend des exemples en permanence. On sait par exemple que, je ne sais pas moi, si vous prenez un Airbus ou une voiture, vous avez, alors on dit 20, 100 millions de lignes de code, tout dépend en plus, une ligne de code, il faudrait savoir ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a de plus, à la fois de plus en plus d'électronique, et puis cette électronique embarquée, ben, il faut bien du logiciel pour la piloter, donc il y a de plus en plus de logiciels, ce qui dans le cas des voitures d'ailleurs n'est pas nécessairement une amélioration, parce que ça sélectionne les garages qui vont pouvoir réparer votre voiture, donc c'est peut-être pas une bonne chose. Donc pour en revenir à l'étude de la BSA Alliance, donc effectivement les deux chiffres qui sont proposés, c'est 1,2 million d'emplois. Alors on parle de la France, parce que c'est une étude au niveau européen, mais si on parle de la France, et les ratios sont à peu près pareils en Allemagne ou en Angleterre, 1,2 million d'emplois directs et indirects, et un peu plus de 110 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit à peu près 5% du PIB. Donc ça précise à peu près l'importance du logiciel, sachant que dans ces 1,2 million, en fait, il faut diviser en deux groupes importants, et c'est là où peut-être que la discussion peut s'engager. Je ne sais pas d'ailleurs si on l'engagera, mais en tout cas, c'est là où se pose le problème, c'est qu'il y a 450 000 emplois directs, donc ça, c'est des gens qui développent du code, enfin qui sont directement impliqués chez des éditeurs de logiciels, et puis il y a 750 000 emplois induits, ce que la BSA Alliance appelle induits et indirects. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait discuter. Et d'ailleurs, si on prend ces 450 000, je dirais quand on regarde les chiffres de Syntec Numérique, on a à peu près je dirais que c'est cohérent. Voilà, les ordres de grandeur sont là, et clairement, sans entrer plus dans le détail, l'idée c'est que cette part du logiciel va aller croissant, c'est vraisemblable. Donc je vous donne rendez-vous dans 5 ans, si la BSA Alliance ressort son étude, il est vraisemblable que ces chiffres auront vraisemblablement augmenté. Donc bon, ça permet de faire un point, de donner quelques grands indicateurs, mais je pense qu'on n'ira pas au-delà de ces quelques éléments.
Alors vous parlez d'HP, je vous propose de parler d'une des spin-offs de feu HP, puisque maintenant il y a 2 entités liées à l'ancienne HP, et en l'occurrence HPE, disons HP Entreprise, et j'allais dire, après la vente, malheureusement, les affaires n'ont pas forcément tellement repris, puisque le chiffre d'affaires est encore en baisse. Oui, alors effectivement, c'est un peu aussi la première réaction que j'ai eue. Donc si on donne les chiffres, le chiffre, alors HP vient publier ses chiffres trimestriels, mais comme son année n'est pas calendaire, ça correspond à son exercice fiscal. Donc l'idée, c'est qu'au niveau global de l'année, on a une perte de chiffre d'affaires de 4%. Donc on est passé de 52 à 50 milliards de dollars. À l'inverse, les bénéfices sont légèrement en hausse de 2,4 milliards vers 3,2 milliards. Donc je dirais que c'est un effet qu'on a bien connu chez IBM, par exemple, où le chiffre d'affaires est en baisse et les bénéfices sont en hausse. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui ne pourra pas durer éternellement. Si on regarde maintenant sur les 3 grandes activités d'HPE, donc on a évidemment l'activité service qui est la plus impactée par cette baisse. Donc c'est 1 milliard, et puis les 2 autres activités, l'activité je dirais matériel propre, donc hardware, et puis l'activité logicielle, c'est 500 millions de moins, donc on voit à peu près où serait partie cette baisse. Mais alors évidemment ces chiffres-là, il faut aussi inclure le fait que pendant l'année, donc il faut voir comment ils sont comptabilisés. Pendant l'année, HP a fait l'acquisition de SGI, donc pour se renforcer dans le HPC. C'est délesté de son activité logicielle, enfin une partie de son activité logicielle qu'elle a, j'allais dire refourguée, c'est pas très correct, mais qu'elle a redonné, cédé à Micro Focus. Donc quelles ont été les implications dans ce chiffre d'affaires? Bon, c'est à voir, à décortiquer. Et puis, plus récemment, donc HP a procédé à l'acquisition. Alors ça n'implique pas, ça n'impacte pas le chiffre d'affaires, mais je dirais que ça donne une indication sur l'évolution de HP, à racheter SimplyVity pour se renforcer dans tout ce qui est système convergé et hyper convergé. Donc, je dirais que pour cette première année, qui est quand même une année assez difficile pour HP, parce que c'est pas évident de scinder une entreprise en deux, de se réorganiser, de retrouver son rythme de croisière, etc. Donc je dirais que pour la première année, on ne portera pas de jugement particulier, on donnera juste les chiffres, et puis on verra l'année prochaine si la stratégie de Meg Whitman a été finalement une bonne stratégie qui est à l'encontre à 180 degrés de celle de Carly Fiorina. En gros, c'était on rachète tout pour être le plus gros possible. Là, on se concentre sur des aspects très spécifiques. Et donc, on verra. Et dernier point qui est pas inintéressant, puisque dans les acquisitions, cessions de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez aussi, HP avait un accord avec CSC, donc il s'est délesté, cédé une partie de son activité logicielle, service, plus précisément infogérance à CSC, et il se trouve qu'on a également appris que HP allait confier la gestion de sa propre informatique à cette nouvelle entité qui est en fait une co-entreprise entre cette partie de HP qui a été cédée et puis CSC. Donc voilà, je pense que là c'est une évolution assez importante et intéressante, parce que finalement, qui plus qu'HP est un acteur de l'IT, je veux dire, c'est vraiment emblématique, qui cède son activité IT. Et je pense que là, il y a matière à réflexion, parce que ça veut dire que finalement, on peut très bien être très impliqué dans une activité sans pour autant que l'idée de céder la gestion d'une sous-partie de ça n'est pas totalement exclure. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre avec intérêt. Alors, autre sujet, mais d'ailleurs qui prolonge le premier sujet sur la prédominance des nouvelles technologies dans la société, le nombre de connectés à Internet, puisque selon une étude assez récente, quasiment la moitié de la population, si j'ai bien compris, est aujourd'hui connectée à Internet, ce qui est quand même assez incroyable si on y réfléchit. Oui, c'est sûr. Si on regarde un tout petit peu en arrière, c'est pas si vieux que ça. Les premiers développements du web, c'est il y a à peine plus de 20 ans. Donc en 20 ans,
on a ce résultat-là. Alors effectivement, c'est une étude de l'Union internationale des télécoms qui publie chaque année une espèce de gros rapport qui fait quasiment 300 pages. Et donc, en fait, il y a deux grandes parties. Il y a effectivement le constat sur, je dirais, l'évolution globale de la planète dans cette espèce de Graal qui est la connexion à l'Internet. Et puis, il y a une autre partie qui est le classement des différents pays en fonction d'un indice qui est calculé avec tout un tas de paramètres, des paramètres qui sont liés aux indicateurs de connexion, aux indicateurs d'usage et aux indicateurs en gros de savoir, d'expertise. Alors sur le premier point, en fait, effectivement, on a un peu plus de 3,5 milliards de personnes qui sont connectées à Internet. Alors vous vous souvenez, on avait reçu Harry Zarouk il y a 2 semaines, je crois. Qui est patron d'Oracle France. Patron d'Oracle France. Et il avait sélectionné comme événement important le fait que le nombre de connexions mobiles avait dépassé le nombre de connexions fixes. Et donc, évidemment, ça se retrouve là-bas, ça se retrouve dans les statistiques. Et d'ailleurs, le rapport mentionne que finalement, on ne se connecte plus, mais avec le mobile, on est connecté. Donc c'est une notion un petit peu différente. Et le deuxième élément, c'est qu'évidemment, ce taux global qui est proche des 50%, il se répartit de manière très inégalitaire dans les différents pays. Donc dans les pays, on va dire, développés, on est à plus de 80%. Après, dans les pays en voie de développement, c'est une terminologie d'ailleurs qui est en voie de disparition, on est à 40%. Et dans les pays les plus pauvres, les pays d'Afrique par exemple, on est à moins de 15%. Donc on a une espèce d'étirement qui fait que cette inégalité est croissante. Et le rapport d'ailleurs précise que pour ce qui est des pays les plus pauvres, ils ont quasiment 20 ans de retard. Effectivement, 20 ans, on est au début de l'Internet. Donc bon, je ne sais pas si ça a un sens, mais en tout cas, il y a un retard. Et la question, c'est de savoir comment ça va évoluer. Évidemment, l'accès à Internet, c'est important, mais peut-être que l'accès à l'eau, c'est peut-être plus important. Il y a encore des gens qui n'ont pas accès à l'eau. Donc ça, c'est je dirais, le premier élément. Le deuxième élément, c'est ce classement des pays. Et là, pas de surprise. En gros, dans les 10 premiers, on a 7 pays européens. Donc on pourrait... J'allais dire cocorico. Je ne sais pas s'il y a un cocorico européen, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et là encore, évidemment, dans tous ces classements internationaux, il n'y a pas de changement d'une année à l'autre. Donc les mêmes résultats se retrouvent. Et là, l'idée, c'est que les pays d'Europe du Nord finalement, ce sont ces pays-là. Donc c'est la Scandinavie, l'Allemagne, et puis éventuellement des petits pays pour lesquels, finalement, ces statistiques ont peut-être moins de sens. Je ne sais pas s'il y a le Luxembourg dedans, mais en tout cas, si on parlait du Luxembourg, c'est plus facile. C'est quand même plus facile. Donc ça, c'est une première chose. La France, dans ce classement, est 16e. Donc, c'est moyen, on va dire. Voilà, c'est moyen. Je pense que ça devrait tempérer les enthousiastes, les cocoricots éventuels. De nos politiques qui mettent toujours en avant le fait que la France soit très développée. Mais bon, c'est moyen et ça veut dire peut mieux faire. Et on espère qu'on fera mieux. Mais bon, d'une année sur l'autre, on est à peu près dans ce niveau-là. Donc, voilà un peu le constat général de ce rapport de l'UIT. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, vous avez retenu le Sedge Summit, la semaine en cours d'ailleurs, qui fera le point de l'actualité Twitter avec pas mal de mouvements du côté de chez Sedge, avec l'ouverture sur pas mal de partenaires, si j'ai bien compris. Oui, alors effectivement, donc c'est le Sedge Tour Summit. Donc comme son nom l'indique, c'est un tour qui va aller dans différents pays. Donc je crois qu'il y a donc il y a Paris qui commence, et ça c'est demain. Il y a Barcelone, Berlin, Johannesburg. Donc je dirais que c'est un peu comme un roadshow. Alors je ne sais pas si c'est la même chose que vous avez vu que les petites canailles aussi allaient faire leur tour de France. Là c'est Sedge qui va faire son tour du monde. Sedge, on n'en parle pas trop souvent, mais je dirais que dans le monde des ERP, il y a Oracle SAP, et puis
un peu loin derrière, donc il y a des acteurs de taille moyenne, un Sage, il y a un Fort, il y a des gens comme ça. Donc bon, ça vaut le coup de se pencher dessus. Et effectivement, le tour va se pencher sur le thème de la transformation numérique, donc ça ne surprendra personne. Ce sera l'occasion aussi alors il n'y a pas de, je ne sais pas si ce sera l'occasion d'un partenariat particulier, mais il y aura Salesforce sera présent à ce Sage Tour, donc est-ce que ça a une signification ou pas, on verra. Donc il y aura tout un tas de partenaires qui viendront expliquer en gros le contenu de leur partenariat et comment ils accompagnent la stratégie de Sage. Et donc il y aura aussi, ce sera aussi pour Sage l'occasion de parler un peu de son évolution, de sa stratégie vers le cloud, puisque vous savez il y a eu tout un tas d'annonces qui ont été faites au premier trimestre de l'année sur en particulier Sage X3 qui est le RP de Sage. Qui fait un peu tout, plus des produits comme la gestion de paye, des produits un peu plus spécifiques, qui ont tous été annoncés sur le cloud. Donc ce sera l'occasion pour Sage d'en parler, sachant que petite précision, en fait disponible sur le cloud, mais sur AWS. Donc Sage n'a pas son cloud propre infrastructure, mais passe par AWS, qui vraisemblablement sera une combinaison qu'on a déjà vue et qui se renforcera pour tous ces acteurs, je dirais, de taille intermédiaire qui n'ont pas la capacité d'avoir leur propre cloud. Ou pas forcément beaucoup de valeur ajoutée dans ce genre de métier. Et qui préfèrent finalement s'adosser à un grand partenaire du cloud pour faire ça. Donc on le suivra avec intérêt. Ça, c'était pour la semaine à venir. Et puis, on finit par un coup de gueule. Je vous laisse le dévoiler. Oui, alors c'est un coup de gueule. En fait, c'est un coup de gueule finalement pour un peu tout le monde, y compris soi-même. Et donc, je pense que, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai lu il y a 3 jours que le like, donc je ne sais pas si vous êtes un fan de Facebook, mais que le like de Facebook sera bientôt payant de 10 centimes. Et pour ce qui me concerne, je n'ai lu que le titre. Et cette information qui me semblait vraisemblable, vous savez qu'on ne va pas refaire du cours de philo, le vrai est-il vraisemblable et inversement, mais cette information qui est vraisemblable, puisque vous savez par exemple, vous vous souvenez, WhatsApp qui était gratuit est devenu payant à 0,99 centimes par an, donc, ou 99 centimes par an, c'est quasiment 1 euro ou $1, je ne sais plus. Donc c'est une information qui est tout à fait vraisemblable, mais finalement elle est fausse. Et donc elle est complètement fausse. Et donc, enfin, elle est fausse, tout simplement. Et donc, c'est France Info qui a lancé une espèce de campagne pour dire attention à l'information qui circule sur les réseaux sociaux, sur Internet partout, en général. Faites attention, regardez précisément le contenu, la source, etc. Et donc, je trouve que finalement, je ne sais pas si c'est une très bonne méthode, parce qu'en plus, ils disent, vous voyez, vous y avez cru, vous avez cliqué. Et donc, d'abord, j'y ai cru et je n'ai pas cliqué, ce qui fait que j'y ai cru pendant 3 jours et je suis resté sur cette information. Et là, je dirais que moi-même, je fais mon mea culpa, c'est-à-dire qu'en gros, comme on est assailli de toutes parts par... fameuse infobésité. Voilà, donc j'ai regardé ça très rapidement, j'ai vu le titre, je l'ai pris pour argent comptant et je suis resté là-dessus. Et finalement, donc ça veut dire que je pense que la méthode de France Info, je ne suis pas persuadé qu'elle soit bonne. En revanche, à titre personnel, la résolution que je pourrais prendre, c'est bientôt la fin de l'année, début de l'année prochaine, c'est de faire plus attention à ce qu'on lit et de regarder vraiment les sources pour être sûr que les informations sont fiables. Je ne reviendrai pas sur la campagne américaine où on a dit qu'il y a tout un tas d'informations, et plus précisément notre campagne à nous avec les primaires, où Alain Juppé s'est fait écho d'informations le concernant qui étaient absolument fausses. Donc il faut vraiment faire attention, même si effectivement on est face à ce déluge qui nous submerge. Il faut quand même essayer de maintenir notre attention et notre vigilance à un niveau très élevé. Ben merci Guy. Je vous propose de continuer maintenant à échanger avec notre invité Michel Lamaspez de la société Sophos.
Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Lanaspez, qui est directeur marketing pour Sophos et la région Europe de l'Ouest. Michel Lanaspez, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer comme d'habitude dans cette rubrique. Est-ce que vous pourriez nous donner l'actualité de la semaine passée qui a retenu votre attention? Parmi de nombreuses actualités qu'il y a pu y avoir, mais il y en a certainement une qui a retenu votre attention plus spécialement. Pour moi, l'actualité de la semaine, c'est l'attaque sur Vinci en France, hein, puisque donc là, des tentatives probables de manipulation de cours de bourse. Alors, c'est vrai que ça concerne des grands comptes qui sont dans le CAC 40, mais ça illustre quelque chose qui peut concerner tout le monde, qui est des attaques ciblées. C'est une table dans laquelle on s'intéresse à vous, on regarde comment vous êtes structuré et on essaie de mener une attaque pour vous atteindre. Bon, dans le cas de Vinci, c'est manipulation du cours de bourse, mais ça peut être pour vous voler des données. Et ça, il y a plein de techniques qui existent. Et ça, c'est une des deux tendances de fond dans le domaine des menaces. Alors effectivement, ça c'est la semaine passée, mais on pourrait dire que dans ce domaine de la sécurité, puisque là vous avez retenu une actu dans ce domaine-là, mais chaque semaine il y a son lot de nouveautés. Donc si on vous réinvite la semaine prochaine, il y aura certainement quelque chose de nouveau. Alors maintenant on va parler plus spécialement de Sophos. Je dirais qu'on pourrait de manière très rapide vous décrire comme un acteur moyen de la sécurité. Vous êtes à peu près 500 millions de chiffre d'affaires, donc ça donne à peu près une taille, 3000 personnes, et vous dites vous adresser à des PME ou des ETI. Donc ça, c'est vrai que c'est une description un peu générale. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous caractérise de vos concurrents? Est-ce qu'il y a vraiment une ou deux spécificités qui fait que vous êtes différent de vos concurrents? D'accord. Acteur moyen, effectivement, donc un des grands acteurs néanmoins, parce qu'effectivement, on a des reconnaissances multiples, Gartner, leader sur endpoint, réseau, chiffrement, donc tous ces domaines-là. Mais effectivement, moyen dans notre focalisation, c'est-à-dire qu'on se donne pour mission de simplifier, de rendre accessibles des technologies qui sont en général exclusivement réservées aux grands comptes par leur complexité, par leur coût, et de les mettre à disposition des ETI, des PME, et donc de démocratiser ces technologies. Une autre caractéristique, c'est un acteur d'origine européenne. Sophos, c'est le plus grand éditeur de solutions de sécurité informatique d'origine européenne, d'origine anglaise, mais avec des centres de développement en Angleterre, en Allemagne. Alors j'allais dire vraiment européenne, parce que parfois Israël est mis dans l'Europe pour certains acteurs. Non, notre origine, c'est Oxford. Ensuite, ça, c'est là où est le cœur de notre développement sur tout ce qui concerne la protection endpoint. Et le cœur de développement de ce qui concerne la protection réseau et chiffrement, d'ailleurs, est originaire d'Allemagne par des rachats. On a également des bureaux en Autriche, des bureaux de développement, des centres de développement aux Pays-Bas, en Irlande, mais également aux États-Unis, également en Inde. Bon, ça fait partie de notre envergure mondiale. Sophos, c'est un des grands acteurs mondiaux, même si, comme vous l'avez rappelé, le cœur de ce qu'on cherche à faire, c'est effectivement de rendre des choses simples, ce qui plaît normalement à tous les ETI et PME, puisqu'elles n'ont pas forcément des dizaines d'ingénieurs sécurité pour maîtriser plein de technologies, mais ils ont les mêmes besoins que les grands comptes, et un certain nombre de grands comptes qui veulent faire des choses simplement parce que ça leur permet d'atteindre des économies d'échelle intéressantes. Alors, pour poursuivre un petit peu sur cette question-là, donc vous, si on regarde un peu vos communications, vous dites, effectivement, vous adressez aux entreprises de taille moyenne avec des solutions qui sont à la fois simples et fiables. Évidemment, le fait, vous n'iriez jamais dire que vous allez proposer des solutions qui ne sont pas fiables et qui sont complexes. Mais au-delà de ça, finalement, qu'est-ce que ça veut dire des solutions qui sont simples? C'est quoi la simplicité? Finalement, ça a l'air simple comme question, mais c'est peut-être finalement pas, ça l'est pas. Alors, je revenais sur le côté fiable. J'aurais dit plutôt des solutions de haute sécurité, c'est-à-dire haute sécurité apportant la fiabilité. Et ça, c'est important, c'est le fait de dire on ne démocratise pas en enlevant des choses, mais on démocratise en rendant des choses accessibles. Alors, comment? D'abord, c'est tout travaillant sur les interfaces, bien sûr, pour que on n'ait pas des multiples profondeurs d'interfaces avant d'arriver à la fonction qui nous intéresse. Autrement dit, si on n'y va pas tous les jours ou à toutes les heures, si on n'est pas familier de chaque instant de l'interface, qu'on puisse s'y retrouver, ça c'est important. Que les informations importantes soient remontées en tête. Également de faire un certain nombre de partis pris, c'est-à-dire plutôt que de laisser, voilà, c'est une boîte à outils. Vous avez un choix multiple, à vous de décider, nous on ne se prononce pas, non, nous on se prononce, on va déjà, nos solutions déjà arrivent préconfigurées pour que même si vous ne faites pas de choix
vous avez quand même la sécurité qui est là. Après, vous pouvez effectivement régler des choses. Mais est-ce que ça veut dire que c'est un produit qui est un petit peu figé, si je puis dire, ou non? Non, mais ça veut juste dire que par rapport à d'autres solutions, on ne va pas avoir l'approche boîte à outils à vous de décider, mais on va faire des décisions et on va vous donner des possibilités de réglage par rapport à ces décisions. Mais de réglage, je dirais, vous n'allez pas avoir des pages et des pages et des pages de choix possibles avec des multiples. Pour définir ce que c'est qu'une menace ou un fichier menaçant, vous n'allez pas trouver 15 pages de choses à choisir. Ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est plutôt de vous dire, on définit ce que c'est et puis on vous laisse faire des variations par rapport à ça. Et ça convient bien à des sociétés qui, effectivement, n'ont pas les ressources pour définir elles-mêmes ce que c'est quelque chose de menaçant. Et justement, si on prend le cas d'une grosse PME qui n'a vraisemblablement pas de RSSI, c'est vraisemblable. Donc ça veut dire que votre produit, il pourrait être utilisé par une personne qui comprend un peu ce qu'est l'informatique, mais qui n'est pas un spécialiste de la sécurité. C'est un peu ça? On se donne toujours l'image de l'entreprise qui a une seule personne pour s'occuper pas juste de la sécurité, mais de l'informatique, et qui doit faire aussi la sécurité. Il faut que les solutions puissent être maîtrisées par cette personne-là. Et donc, comme je disais, les interfaces, c'est aussi, bien sûr, tous les aspects support. On a une cellule de 10 personnes en support technique à Paris. On a juste à besoin à côté d'ici. Mais par contre, ce qui est important, c'est que nous, on est une société qui ne faisons que de la sécurité pour les entreprises, pas pour le grand public. On ne se disperse pas. Donc, ça permet d'avoir toutes ces ressources. Et puis également sur les approches technologiques. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, il y a toute une réflexion sur la protection des postes de travail de nouvelle génération avec ce qu'on appelle des outils d'endpoint detection and response, avec des outils qui vous permettent de savoir ce qui s'est passé dans le passé, de faire toutes ces analyses. C'est typiquement des outils qui demandent beaucoup de maîtrise en compte. Nous, on les amène, on les met en place, on les conçoit d'une manière que quelqu'un qui doit gérer son informatique plus la sécurité puisse quand même maîtriser ça. Alors, vous présentez votre offre, je dirais, en 3 grandes parties, utilisateurs, réseau et serveurs. Est-ce que ça veut dire que, en fait, vous proposez des produits pour des cas particuliers liés à la sécurité, ou est-ce que vous avez une option, je dirais, un produit tout en un qui fait à peu près tout et qu'on peut organiser en fonction de ce qu'on souhaite faire? Il y a effectivement, je dirais, 2 pôles. Je vous avais parlé des pôles historiques de développement, tout ce qui était endpoint, qui était d'origine plutôt anglaise, mais pas que, puisqu'on a également du chiffrement d'origine allemande, plus tout ce qui était réseau d'origine allemande aussi. Et effectivement, français, non, il n'y a pas. C'est pas français, on a des technologies sur les parties VPN, par exemple, on intègre des technologies françaises. Il y a aussi, c'est un peu multi-pays. Maintenant, le point, je dirais, quand on protège un réseau, typiquement, on va le protéger sur le réseau, sur la passerelle. Donc, c'est un équipement physique ou un équipement virtualisé. C'est pas la même chose de protéger un équipement poste où là, on part de logiciel sur le poste. Donc, il y a fondamentalement une certaine différence. Donc, ça perdurera quoi qu'il arrive. Par contre, l'élément unifiant, c'est l'administration. Ce que vous souhaitez faire en sorte, ce serait d'avoir une interface d'administration qui vous permet d'un point central, si vous le souhaitez avoir les différentes solutions du même éditeur, de les gérer, de les maîtriser et, qui mieux est, et là j'illustre complètement la démocratisation, vous permettre d'aller même plus loin parfois que les grands comptes. Parce que quand vous avez une des faiblesses des solutions actuelles, des approches actuelles, c'est qu'on déploie des solutions pour le poste de travail, des solutions pour le réseau, des solutions parfois pour le web, pour les mêmes qui sont parfois d'origine diverse, elles ne parlent pas entre elles. Or, les attaques, elles, sont souvent menées conjointement en pensant ce qui va se passer au niveau réseau, ce qui va se passer au niveau poste, et donc les attaquants font en sorte de passer sous les radars de chacune de ces solutions. En ayant des solutions qui se parlent, qui discutent en temps réel et qui vous donnent la possibilité de corréler en temps réel, là, vous commencez à pouvoir capter des choses que vous ne verriez pas sinon, ou que si vous voulez les voir, il faudrait corréler des informations, ce que font les grands comptes à travers les SIEM, mais ce n'est pas du temps réel. C'est pas du temps réel, on prend les informations, on les compile, on a des équipes spécialisées qui regardent ça. Là, c'est ce qu'on appelle, nous, la sécurité synchronisée, en ayant des solutions poste de travail, des solutions serveurs, des solutions réseau qui parlent entre elles à travers la console d'administration en temps réel. On peut vous dire en temps réel, oulala,
il y a quelque chose qui s'est passé là, je peux corréler avec le réseau et je dis que ça c'est dangereux et je vous donne le moyen de faire discuter les uns pour qu'il y ait une action de réponse coordonnée et automatique. Donc c'est ce que vous appelez synchroniser. Donc en gros, pour utiliser un mot un peu pompeux, c'est une approche holistique, on va dire, un peu globale. Oui, c'est peut-être un petit peu ambitieux de dire holistique, mais je dirais au moins parce que bon, y a des domaines de la sécurité sur lesquels on n'est pas, hein, sur lesquels tout ce qui est Identity Access Management, c'est pas nous, mais réseau et protection du poste et des serveurs, oui. Et dans ces domaines-là, oui, là on veut être à la fois complet et en même temps faire en sorte que ces deux mondes se parlent et se parlent en temps réel. Alors, dernier point, on revient un peu sur l'actualité liée à Sophos. Vous avez annoncé il y a quelques semaines un produit de ransomware d'exploit kit. Donc c'est une actualité on voit qu'il y a beaucoup d'événements dans ce domaine. Est-ce que c'est un produit qui est finalement assez comparable à ce que font vos concurrents ou est-ce que là encore il y a une spécificité Il y a une spécificité, ça va plus loin. Alors ces deux éléments, il y a deux éléments d'origine d'une acquisition, justement une société hollandaise qui a 10 ans d'expérience dans ce domaine-là, Surfright, sur la protection contre les kits d'exploit de manière générique. Alors, juste pour revenir à ce qu'on avait dit au départ, sur les attaques un petit peu ciblées, très intéressant parce que beaucoup des attaques ciblées s'appuient sur des zero day, des menaces qu'on n'a jamais vues. Et les plus virulentes, les plus pénibles sont celles qui effectivement s'attaquent sur des zero day vraiment pointus. Et les techniques qui ont été mises en place par cette société, qu'on a intégrées, sont des techniques qui permettent de bloquer génériquement tous les types d'exploits connus. C'est-à-dire qu'ils ont observé que les exploits de vulnérabilité s'appuient sur à peu près 25 approches différentes. Alors, il y en a quelques-unes qui arrivent de nouvelles, peut-être une par an, mais fondamentalement, du buffer overflow, des attaques stack pivot, etc., sont des attaques bien répertoriées. Et ils les bloquent de manière générique. Alors, une illustration de ce genre de choses qu'on va peut-être mieux comprendre, parce que les exploits, c'est souvent assez technique, c'est les ransomware. C'est-à-dire, les ransomware pourraient... Alors, ce n'est pas un exploit, mais c'est la même approche, ça vient de la même société. Un ransomware, on peut le bloquer en essayant de prendre sa signature, ou en essayant des signatures génériques, ou en essayant de dire, voilà, on arrive à lire des bouts de code qui sont de manière générique. Mais finalement, ce que fait un ransomware, c'est qu'il chiffre. Et détecter que quelque chose est en train de chiffrer, ça se fait assez bien. Donc nous, ce qu'on fait dans notre solution, c'est qu'on détecte qu'une application est en train de faire du chiffrement et que ce n'est pas une application autorisée. Et quand elle commence à chiffrer plusieurs fichiers, on va dire stop. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais les fichiers déjà chiffrés. On en aura gardé une copie et on va permettre de revenir en arrière. Et c'est sur ce genre de technologie générique qui marche dans tous les cas de ransomware qu'on s'appuie également pour les approches sur les protections contre les kits d'exploit. Alors c'est très puissant. Alors l'application effectivement anti-ransomware est tout à fait d'actualité parce que depuis, on va dire février et l'arrivée de Loki, effectivement, il y a beaucoup de présence des ransomware sur le terrain. Mais il faut toujours garder à l'esprit que les kits d'exploit représentent 90% des cas avérés d'attaques menées avec succès sur des données. Donc c'est une source majeure de problèmes. Donc bloquer ça, c'est tout à fait intéressant. Et donc là, on a packagé ce qu'on appelle cette solution, qu'on appelle InterceptX, dans un module qui peut fonctionner avec des solutions existantes, puisque c'est uniquement du scan en mémoire. Il n'y a pas de scan de fichiers, donc c'est tout à fait compatible avec des solutions, ça peut venir en plus. Mais c'est à la fois aussi intégré à notre solution de console d'administration. Donc, si les autres solutions se posent, ça s'intègre, ça discute, ça fait de la sécurité synchronisée, mais ça fonctionne aussi tout seul, et ça rajoute aussi une composante qui est de l'ordre de Endpoint Detection and Response, très avancée, mais démocratisée, ce qu'on appelle le root cause analysis, c'est-à-dire l'analyse des causes. C'est-à-dire quand vous bloquez quelque chose, vous dites, là j'ai bloqué une menace, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce qu'elle était arrivée? Est-ce qu'elle était arrivée par la messagerie? Comment est-ce que ce fichier m'était arrivé? Est-ce qu'il a touché d'autres choses avant que je le bloque? Tout ça, on a cette visibilité dans une interface graphique. Ça, c'est des technologies qui normalement sont disponibles que chez les grands comptes, qu'on met à disposition des PME. Très bien, écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet et je dirais que malheureusement la sécurité a un avenir radieux puisqu'il y a des attaques qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus précises, de plus en plus coûteuses. C'est ainsi, mais en tout cas, merci beaucoup Michel Lanaspez pour cette présentation assez complète. Merci. Merci à vous. Merci à vous Michel Lanaspez, merci Guy, merci à vous chers internautes. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt, merci.